Célestine de Sorbrun et François Muget ont fait le choix d'avaler les kilomètres de l'arc alpin en une seule fois. Donc Célestine, elle est randonneuse au long cours. Elle revient donc de 5 mois l'année dernière en solitaire à travers l'arc alpin. Mais elle est aussi docteure en électrochimiste en reconversion pour devenir accompagnatrice en moyenne montagne. Et là, je switch comme ça, je fais là. Et François, donc il habite dans le Vercors et il est menuisier charpentier après avoir été ingénieur. Donc vous avez tous les deux fait la Via Alpina. Toi, François, tu as fait d'autres itinérances un peu partout dans le monde. La première question que moi je voulais vous poser, c'est votre relation à la montagne. Est-ce que vous êtes des pratiquants depuis votre plus jeune âge et comment est-ce que vous découvrez cette montagne? Je laisse la parole à François. Moi, j'ai pratiqué la randonnée depuis très très tôt. Je me souviens de vacances qu'on passait avec mes parents dans les Alpes, et c'était principalement les Alpes du Nord. Et la Via Alpina, on va dire plutôt les randonnées longue distance. J'ai commencé ça tard, puisque ma première randonnée longue distance, c'était en 2020. J'avais 50 ans. Et j'avais vraiment la volonté d'aller vivre en montagne, de sortir des expériences uniquement quotidiennes ou sur des périodes relativement courtes pour voir ce que c'était que la vie en montagne, en itinérance. Parce que chaque fois que je pars vraiment en itinérance et en autonomie. Donc en 2020, j'ai fait la traversée des Pyrénées, massif que je ne connaissais pas du tout. En 2021, je m'engage sur la Via Alpina en partant, alors pas tout à fait de Trieste, mais de Slovénie et rejoindre Menton. Et bon, vous verrez un peu mon retour d'expérience sur cette Via Alpina, mais je me suis engagé en 2024, donc c'était l'année dernière, sur le Pacific Crest Trail, qui est une randonnée qui traverse les États-Unis de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et c'est à peu près le double de la Via Alpina, parce que je crois que ça doit faire 4000 et des brouettes kilomètres. Voilà. Un gros morceau. C'est un beau morceau. Tu l'as fait en combien de temps? J'ai fait un peu plus de 4 mois, mais il y a eu beaucoup de feux. Enfin, vous êtes au courant de l'actualité de l'Amérique de l'Ouest. Et il y avait énormément de feux qui nous ont obligés à contourner pas mal de parties. Ça fait partie du voyage aussi. C'est pas que de la randonnée, mais c'est aussi pas mal de rencontres liées à tous ces détours. Et c'est vraiment intéressant. Et toi, Célestine? Moi, je suis originaire de Picardie, donc on n'a pas beaucoup de montagnes dans ce coin-là. J'ai randonné pas mal avec mes parents dans les Alpes quand j'étais plus jeune, et puis je pense que à partir de 12 ans, la randonnée, ça n'existait plus du tout dans mon périmètre d'action. J'ai fini un stage de fin d'études à Bordeaux, et Bordeaux, c'est très proche des Pyrénées, donc j'ai recommencé la montagne. Je suis partie avec des amis au moment du confinement, et en fait, le premier bivouac que j'ai fait, ça a été un peu un élément déclencheur. J'ai ensuite plus jamais arrêté de bivouaquer, et je suis venue ici à Grenoble pour continuer mes études et commencer ma thèse, mais une des choses qui m'a fait choisir le sujet, enfin en tout cas qui m'a fait choisir entre deux sujets, c'était la montagne, parce que j'avais envie de continuer à bivouaquer. Donc je suis partie, en fait, les projets ont grandi. C'est d'abord un week-end, ensuite une semaine. Le maximum que j'avais fait avant de partir sur la Via Alpina, c'était 2 semaines en autonomie. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que qu'on parte un week-end, une nuit ou plusieurs semaines, c'est un peu la même façon de procéder, de faire son sac et d'appréhender les chemins. Voilà, donc il y a des petites itinérances, des plus grandes, mais les aventures, elles sont toutes aussi intéressantes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, l'une et l'autre, vous vous dites, bah tiens, je vais partir pour une randonnée au long cours, une longue itinérance, et pourquoi est-ce que vous avez choisi la Via Alpina? Célestine? D'accord. Eh bien, la thèse, c'était important pour moi. Hein. Ça a été quelque chose d'assez long. Et à la moitié de ma thèse, en fait, j'étais un peu perdue dans mes résultats. Je savais plus trop où ça allait, et j'étais en trek dans la vallée de la Clarée. Et je m'en souviens assez bien comment ça a commencé, cette Via Alpina, parce que je rencontre un monsieur qui a un sac de bivouac très très gros, mais c'est un monsieur qui avait un certain âge, et à l'âge qu'il avait, je m'attendais plutôt à le voir aller en refuge. Et en fait, il portait toujours ses affaires avec son gros sac, sa tente, son duvet. Et puis, il me dit, mais oui, en fait, j'ai l'habitude, j'ai fait des morceaux d'un super long itinéraire qui traverse les Alpes.
Ça s'appelle la Via Alpina. Et moi, il me restait un jour de randonnée et tout de suite, ça a germé. Dès qu'on arrivait à la voiture, parce qu'à ce moment-là, on était partis en voiture, ben, j'ai regardé sur Internet ce que c'était. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je vais faire après ma thèse. Et ça m'a donné un fil rouge pour terminer. Donc voilà comment ça est arrivé. Un peu par hasard. Par hasard total. En sachant que vous le savez pas, mais François et Célestine se sont retrouvés en stop, ils se connaissent pas. François a pris Célestine en stop et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait la Via Alpina et c'est comme ça qu'on en arrive à cette soirée. Ouais. Tout à Vous fait. voyez, parfois les rencontres nous amènent à faire 5 mois de voyage à travers les Alpes. Qui sait. Et toi, François, qu'est-ce qui fait que un jour tu pars en itinérance longue? Moi, c'était la première fois, c'était les Pyrénées. J'avais vraiment envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais envie de voir la montagne, enfin de la vivre, d'être dedans, de connaître les différentes journées de pluie, de beau temps, les écueils, les succès. Enfin voilà, c'était vraiment ça. Et en revenant des Pyrénées, je discute avec un copain et c'est vrai qu'en revenant de ce genre de voyage, je fais toujours un petit diaporama où j'invite mes copains pour leur présenter un peu comment ça s'est fait, puis qu'on puisse discuter autour. Et il y en a un qui me dit, ouais, il y a la Via Alpina qui existe. Alors pour moi, déjà, les Pyrénées, c'était 5 semaines, tu traverses toute une chaîne de montagnes. Et là, on me dit, il y a la Via Alpina qui existe, tu devrais y penser. Bon, ok. Et puis, comme tu dis, Célestine, hein, c'est des petits mots qui sont prononcés, et puis tu sais pas pourquoi un jour tu te réveilles et tu dis, bah ouais, j'y vais. Et c'est comme ça, quoi, tout bêtement. Et puis le fait de découvrir toute cette chaîne alpine, pour moi, ça avait vraiment du sens. J'avais passé beaucoup de ma jeunesse à parcourir les Alpes du Nord françaises. Donc voir comment étaient les Alpes ailleurs qu'en France, voilà, c'était un bel élément de curiosité. Vincent disait tout à l'heure qu'il faut surtout pas partir sur la Via Alpina en juin parce que avec les trains du Trièves c'est compliqué. Pourtant, vous êtes tous les deux partis en juin, ce qui nous amène à cette question. Comment est-ce qu'on se prépare en amont sur, par exemple, quand partir? Comment est-ce que vous vous êtes organisé, Célestine, désolée? En fait, on part pas en juin pour rien. Si on décide de faire tout le tracé de la Via Alpina, nous, François et moi, on a choisi le tracé rouge, qui est le tracé le plus long. Je pense qu'à l'époque où on l'a fait, c'était pas exactement le même tracé que Julia vous a présenté tout à l'heure. On était plutôt autour de 2650 km ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai jamais calculé combien j'avais fait de kilomètres, donc on sait pas trop. Mais c'est un itinéraire qui demande un petit peu d'organisation parce que au mois de juin, il y a encore de la neige dans les différents massifs. Et si on part trop tôt, en fait, on a besoin d'équipements spéciaux pour pouvoir traverser. Et si on part trop tard, on n'est pas sûr d'arriver avant les premières neiges de l'hiver. Donc il y a un peu des créneaux pour partir sur la Via Alpina si on veut la traverser en entier. Et souvent, en fait, c'est bien de partir au mois de juin pour arriver en septembre ou en octobre. C'est Vincent qui s'occupe de mes slides, donc je le remercie. C'est quelque chose d'important, je pense, de vous présenter comment ça se prépare, parce que moi, c'était la plus longue itinérance que j'ai faite jusqu'ici. J'étais un peu... je sortais de ma thèse, je pense que j'étais toujours dans les fichiers Excel, j'aimais bien tout contrôler. Et donc, à la maison, pendant 1 mois, j'ai charbonné pour essayer de déterminer quelles allaient être mes étapes de marche, où est-ce que j'allais trouver à manger, quand est-ce que j'allais me ravitailler. Et donc, j'avais fait plein de fichiers Excel que j'ai regardé la première semaine. Et puis après, en fait, j'ai plus vraiment regardé ce que je faisais. J'ouvrais juste la carte et je me disais, OK, bon, en fait, je vais marcher pendant 5 jours. Et puis, d'ici 5 jours, j'aurai trouvé à manger. Il y a quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est que des itinérances assez longues, en fait, elles vous apprennent quand même à gérer votre temps, à gérer votre autonomie. Et à la fin de mon trajet, ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant à Monaco, je me suis dit que j'avais pas assez marché et je suis rentrée à Grenoble à pied. Et pour ça, j'avais rien préparé du tout. Donc, je me suis arrêtée 2 jours à Nice. Comme vous pouvez le voir, la personne qui m'a hébergée, elle m'a demandé de laver mes affaires et de prendre une douche. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Et ensuite, en 2 jours, j'ai imaginé comment je pouvais rentrer le mois suivant. Donc, en fait, il n'y a pas toujours besoin de tout préparer et de tout millimétrer. Il y a des choses qui viennent au fur et à mesure. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider aussi à trouver votre itinéraire, trouver votre chemin. Je sais pas ce que toi t'en penses, François. Comment t'as fait? Moi, j'ai eu une expérience un peu spéciale parce que vous vous en souvenez peut-être, 2021. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans vos souvenirs, mais c'était le Covid. Et donc, je ne savais pas si je pouvais partir, quand je pourrais partir, si je pouvais traverser ou pas les frontières. Donc, je suis parti et pour moi, c'était aussi un espèce de pied de nez à tout ce qu'on vivait.
en se disant je vais partir faire la traversée des Alpes. C'est 8 pays en Europe. Le nombre de fois qu'on traverse la frontière, parce qu'il y a pas mal de chemins parfois qui suivent les lignes de crête qui sont à ces frontières-là. Donc, il nous arrive parfois de passer 10 ou 15 fois dans la journée les frontières. Et à chaque fois, je me marrais. C'était pour moi quelque chose d'assez rigolo de voir à quel point dans une vie citadine organisée, on peut être complètement sclérosé et interdit de sortir plus d'une heure. Et puis, une fois qu'on a réussi à mettre le pied en montagne, de voir la liberté qu'on avait pour pouvoir évoluer. Donc voilà, j'ai pas forcément préparé. Je pars du principe aussi que physiquement, c'est les premières semaines qui te préparent. Alors j'ai un métier physique qui fait que je pars pas de loin physiquement, j'ai l'habitude de bouger. Mais ceci étant, quand on part 3, 4 ou 5 mois marcher, qu'on se prépare 2 semaines avant ou 3 mois avant, ou qu'on ralentisse les 3 premières semaines pour faire que son corps s'habitue finalement, ça se passe relativement bien, quoi. Voilà, tout ça pour dire que tu as parlé du bivouac, tu as parlé de la nourriture, j'en parlais un petit peu, mais la traversée des Alpes, la nourriture, c'est pas un problème en soi, puisqu'on traverse quasiment au maximum, on a une semaine sans point de ravitaillement. Mais cette traversée des Alpes, pour moi, cette itinérance-là a été marquée par le Covid et donc par la solitude. Je n'ai croisé qu'une personne en faisant la Via Alpina qui faisait la Via Alpina. Et très très peu de monde jusqu'à ce que j'arrive en Suisse, parce que les gens étaient tétanisés par le Covid et par les restrictions qu'ils devaient vivre au quotidien. Voilà. Donc ça a été un itinéraire que j'ai pas forcément préparé physiquement. J'étais préparé depuis les Pyrénées sur tout ce qui concernait les ravitaillements, les besoins en eau, etc. Mais le fait marquant, ça a quand même été la solitude. Ouais.